if you could just grasp the power of innate intelligence. Ouais, ben là, on va démarrer. Du coup, Pauline, tu commences l'introduction de Sigma, puis après, je te fais l'introduction de Arnaud. Et on est parti pour cette magnifique conférence. Yeah. Tu vas me poser des questions, hein? Allez, Pauline, je te laisse la main. Ok. Vous m'entendez tous là? Tu m'entends, Léo? Ok, Yes. parfait. Donc du coup, je pense qu'il y a pas mal de monde qui commence à me connaître maintenant, mais je me représente. Donc moi, c'est Pauline et je suis en 4e année. Donc comme a dit Léo, je vais vous présenter un peu Sigma avant de commencer la conf. Donc ça a été créé il y a 3 ans par Léo et Rodrigo. Et en fait, ce qu'ils voulaient vraiment, eux, c'était donner un accès facile à du contenu chiro diversifié à tous les étudiants. Et en fait, depuis février, maintenant, on est une équipe de 8. Et ce qu'on veut, en fait, c'est à travers toutes les conférences qu'on organise, les séminaires qu'on va pouvoir organiser bientôt, et avec des chiropracteurs, des mentors complètement différents, pouvoir vous partager un maximum de façons de voir la chiro, pouvoir en fait vous ouvrir le champ des possibles. Et ce qu'on veut, en fait, vraiment, c'est toucher le plus de monde possible, inspirer les gens un maximum, et vraiment, en fait, donner l'opportunité à tout le monde de pouvoir trouver sa voie, construire sa propre vision de la chiropratique et du coup pouvoir s'élever et faire évoluer la profession en même temps. Donc voilà, on espère que vous allez tous nous suivre dans tous nos projets parce que c'est ce qu'on souhaite le plus. Voilà, je te laisse la main, Léo. Ben, merci, Pauline. Du coup, voilà, aujourd'hui, c'est incroyable. On a Arnaud. Je pense que c'est un bel exemple du fait qu'il faut faire attention à ce qu'on dit parce que ça se réalise, en fait. Et avec Rodrigo, ça fait longtemps qu'on disait, ouais, on veut avoir Arnaud. Et voilà, tu es ici. Bon, tu n'es pas en présentiel, mais bientôt. Mais ça se réalise, en fait. Ce qu'on dit se réalise. Et donc, Arnaud, pour moi, c'est un des grands mentors, des grands chiros de la profession. Il m'a tellement apporté, genre, sur sa sagesse, son calme, son the wisdom. Voilà, moi, je suis super fier d'être en ta compagnie ce soir. Et aujourd'hui, pour le cycle philosophie, donc qu'on présente avec Sigma, ça va être une aubaine parce que Arnaud faisait beaucoup de conférences à ses patients, notamment sur des sujets importants de la chiro, notamment la subluxation. Du coup, aujourd'hui, Arnaud, le call, ça va être essentiellement parler de subluxation. Qu'est-ce que c'est la subluxation? Pourquoi c'est important de connaître tout ça? Et je pense que c'est ça, voilà, on a une heure de conférence et 30 minutes de questions-réponses. Je te laisse la parole, Arnaud. OK, merci bien. Merci bien, Pauline, aussi. Et je vais adresser quelque chose que tu as dit, Pauline, que tu as invité des mentors, des gens dans la chiro, pour parler à Sigma Dynamique, pour présenter leur vue de la chiropractie. Et pour moi, c'est comme dire... je vais inviter un philosophe de l'Académie française et il va parler de sa vue de la philosophie de Socrate. En réalité, il n'y a qu'une philosophie de Socrate. Et c'est la même chose pour la chiro. Il n'y a pas différentes vues de la chiro, il n'y a qu'une vue de la chiro. Qu'il y ait des interprétations différentes, c'est possible. Et souvent, ces interprétations différentes, c'est actuellement des misinterprétations. Donc, la chiro, c'est une philosophie qui est très définie, qui a été définie par Didi Palmer et définie par BJ Palmer. Elle est très bien définie. Et quand les gens disent « Ah ben moi, j'ai ma vue de la chiro » ou « J'ai cette vue de la chiro », il y a des vues différentes de la chiro. Ça, c'est une distorsion du message originel de la chiro et de l'intention originelle de la chiro. Et je voulais juste amener ça avant de parler de subluxation. So, où commencer pour la subluxation? C'est un sujet complexe, c'est un sujet volatile, beaucoup dans la chiro. C'est un sujet qui a une controversie énorme. So, au début de la chiro, il y a eu le concept qui a été amené par B.J. Palmer de la subluxation avec une définition très précise.
cette définition, qui était une définition mécanique, un missalement d'une vertèbre, qui, au-delà du missalement, comprimait le IVF, où les nerfs rachidiens sortent, et interférait avec l'expression de l'intelligence innée du corps, interférait avec, il y avait une interférence de la transmission du message nerveux. C'était la définition de base. Mais cette définition, elle a été amenée par B.J. Palmer dans le contexte de l'époque où les gens avaient une compréhension mécanistique de la vie, mécanistique du corps. Et cette définition, c'est comme les définitions originales de l'atome, quand elle a été définie il y a très longtemps, c'était une définition de nouveau mécanistique qui a évolué progressivement quand la compréhension de l'atome a évolué. Et toujours maintenant, il y a une nouvelle définition de l'atome parce que notre compréhension expand, comment on dit en français? Expand, Grandi. cette compréhension grandit. Et c'est la même chose pour la subluxation. Quand j'ai commencé dans mon cabinet en 77, je parlais de la subluxation. Je parlais de la subluxation comme une interférence à l'expression de la vie, à l'interférence entre la transmission des messages entre le cerveau et les cellules, une interférence du flot de l'énergie vitale, de la force vitale entre le cerveau et le corps. Et relativement rapidement, j'ai abandonné complètement de parler de la subluxation. Et j'ai décidé de seulement parler de libérer l'énergie vitale dans le conduit qui est le canal rachidien de la colonne vertébrale. Et la raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est parce que toutes les définitions et toutes les approches de la subluxation à l'époque, c'était quelque chose qui était négatif, qui était si on a une subluxation, on ne fonctionne pas très bien. Si on a une subluxation, on ne peut pas se guérir de la même manière. Si on a une subluxation, ça bloque quelque chose. Et de mon point de vue, j'ai trouvé que c'était d'un peu de faire peur aux gens qui avaient quelque chose qui n'était pas bien en eux, plutôt que de les approcher en leur disant « il y a un potentiel extraordinaire en vous qu'on peut relâcher, qu'on peut ouvrir to clear, en ouvrant le canal rachidien pour libérer l'énergie vitale, pour l'énergie de la transmission d'informations entre le cerveau et le corps. » Et quand j'ai fait ce changement pour moi, j'ai vu que les gens répondaient d'une manière différente. Au lieu d'être « ah, il faut que je fasse les soins chiropractiques pour ne pas avoir de subluxation ». Donc, ils s'engageaient vers un négatif, plutôt que je veux faire les soins chiropractiques pour avoir plus d'énergie vitale. Et donc, ce changement a été critique pour moi dans mon cabinet, où j'ai vu que les gens sont engagés du côté positif de la vie, plutôt d'essayer de contracter ou de s'opposer à quelque chose qu'ils voyaient comme négatif en eux. À l'époque, il y avait des posters de subluxation qui parlaient des phases de dégénération de la colonne vertébrale. Phase 1, 2, 3, 4. Nulle part dans les écrits de Didi Palmer ou de B.J. Palmer, ils ont parlé de dégénération de la colonne vertébrale, dégénération des vertèbres. Ce phénomène qui s'est amené dans notre profession autour de la subluxation a été produit par Joe Felicia et Guy Rickman quand ils ont commencé un séminaire. À l'époque, je ne me souviens plus du nom du séminaire, mais ils ont créé, entre guillemets, une maladie, Vertebral Subluxation Degeneration, une maladie dont la profession chiropractique était les experts à traiter cette maladie. C'était leur mentalité, parce qu'ils ont reconnu que dans le monde médical,
Si on amène une maladie et qu'on se présente comme un spécialiste pour traiter cette maladie, le public se soumet. Et donc, ils ont essayé de mimiquer ce qui se passait en médecine et l'amener à la chiropractie. Et pour moi, j'ai vu ça, ce phénomène se produire dans la profession dans les années 70. Et j'ai trouvé, c'est une manière de motiver les gens par la peur de ce qui se passe dans leur corps, plutôt que de motiver les gens par la confiance de ce qui pourrait se passer dans leur corps. Et donc, j'ai fait ce changement. Ça, c'est mon expérience personnelle. Au niveau de la subluxation, à travers les années, j'ai vu la définition de la subluxation évoluer. Un modèle que Network Spinal Analysis, Donald Epstein a amené à la profession. Un modèle que Sue Brown, from Biogeometric Integration, a amené à la profession. Et j'ai vu cette évolution et beaucoup d'autres définitions de Jay Holder, de toughness à l'époque, des définitions différentes qui ont commencé à inclure les tensions des méninges, la tension de la moelle épinière. Et donc, avec une compréhension avancée, la définition a changé. Et à ce moment, pour moi, au niveau de là où j'en suis dans mon parcours chiropractique, je suis convaincu que personne ne sait vraiment ce qu'est une subluxation. Et ce n'est pas très vraiment différent de l'atome. Même en physique aujourd'hui, personne ne sait ce qu'est un atome. On a des définitions qui ont évolué, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. L'électricité, c'est la même chose. On a des définitions de l'électricité, mais on ne sait pas encore ce qu'est l'électricité. Et néanmoins, on utilise l'électricité tous les jours, on utilise l'atome en physique tous les jours, on utilise l'atome en chimie tous les jours, et le fait qu'il n'y a pas un savoir absolu de ce que c'est ne restreint pas l'existence. Et je vois la même chose pour la chiropractie. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas une définition absolument concrète et absolue, et une compréhension absolue, qu'il faut abandonner ce qui se passe. Mais pour moi, j'ai eu une expérience dans les années 80 où, à la suite d'un ajustement ou d'une série d'ajustements actuellement, j'ai expériencé l'illumination complète de mon corps, où mon corps a été pulvérisé, infiltré par une lumière complète et où je n'avais plus le sens de ma présence physique. La seule chose que j'avais, c'était le sens que j'étais la lumière entièrement dans mes mains, dans tout mon être. Il n'y avait que de la lumière, il n'y avait aucun sens de mon physique. Et à cause de cette expérience, je suis devenu convaincu que vraiment, il y avait des blocages à l'expression de l'énergie vitale, à l'expression de la force vitale, et qu'à travers ces ajustements, le canal, le conduit de ma colonne vertébrale, le conduit de ma moelle épinière, s'est complètement libéré et ouvert, et j'ai eu l'expérience complète de la totalité de ma lumière. Et à cause de cette expérience, je suis devenu absolument clair que la subluxation est une réalité dans le corps. Et qu'au niveau artistique où on en est en chiropractie en ce moment, on a la capacité d'ouvrir le canal rachidien, de libérer l'énergie vitale dans le corps à, entre guillemets, un certain degré en fonction des talents artistiques, de la capacité artistique de chaque chiropracteur. Mais à la suite de cette expérience que j'ai reçue, je suis devenu absolument convaincu et très clair qu'il y avait un blocage le long de ma colonne vertébrale et que quand ce blocage a été éliminé, on peut avoir l'expérience totale de la lumière dans le corps. Mais néanmoins, ça ne m'a pas fait changer mon approche avec les clients
Et maintenant, je pouvais les approcher en leur disant, il y a la possibilité de libérer l'énergie vitale, de libérer l'esprit, la lumière qui est dans le corps, la force vitale, et que notre profession, on y travaille à des degrés différents en fonction de nos capacités artistiques de le faire, de notre perception du corps, de l'approche dans laquelle on va approcher la colonne vertébrale pour libérer et ouvrir le conduit. Donc ça a été un peu ma journée à travers en chiropractie, à travers mon expérience, et aussi mon point de vue vis-à-vis de la subluxation. Et au lieu d'en faire quelque chose qui est une maladie, au lieu d'en faire quelque chose qui est, comme on dit en anglais, le silent killer, le meurtrier silencieux, qui terrorise les gens de leurs conditions de la colonne vertébrale, au lieu de les approcher de cette manière-là, j'ai pris le choix de les approcher à travers la confiance du corps, à travers la possibilité de ce qui pourrait se passer. C'est là où j'en suis. Et je vais ouvrir ça à des questions, communication, et on verra où ça va aller. Quand vous parlez de la lumière, enfin, ça veut dire quoi pour vous? Enfin, que vous avez eu la lumière en vous. Enfin, Ça veut dire quoi? ouais, enfin, ça représente quoi pour vous? Que la lumière, la force vitale, c'est la lumière, c'est l'esprit, c'est la même chose. Et quand on a l'expérience complète de la lumière, pendant les 3 mois où mon corps est resté dans cet état d'être, j'ai eu non seulement une perception instantanée de pouvoir comprendre, sentir, entendre dans le silence ce qui se passait dans une personne, et aussi que à la suite de cette expérience, mon corps était tellement plein de lumière que juste de toucher les gens ou d'être en présence des gens, il y avait entre guillemets, une guérison pour ceux qui avaient des situations, que ce soit d'être presque aveugle avec des lunettes très épaisses, que ce soit de l'anorexie, que ce soit tout un tas de conditions du corps où les gens avaient une réponse instantanée au moment où ils rentraient dans mon champ énergétique, dans mon champ électromagnétique, parce que la lumière était tellement profonde dans mon corps. Et cette expérience, ça a duré pendant 3 mois. Donc, ce que j'ai vécu, c'est la réalisation de ce que B.J. Palmer a parlé, que quand on a libéré complètement l'énergie vitale, la force vitale, la lumière dans le corps, on devient l'expression complète de l'intelligence innée du corps. Ça, c'est une expérience que, néanmoins, ou de quelque manière que les gens peuvent entendre ça, ou le voir, ou le critiquer, ou s'y opposer, ou le contrarier, tu ne peux pas enlever à quelqu'un une expérience. Une expérience vécue, c'est l'expérience vécue, et c'est la réalité de cette expérience. Et Ok. en parlant de ça aussi, ce que je veux ajouter, c'est que même avant que cette expérience se soit produite, dans mes conférences chiropractiques, pas dès le début quand j'ai commencé ma pratique, mais après peut-être 3 ou 4 ans après avoir commencé la pratique, j'ai ouvert à ma clientèle, à travers mes conférences, la compréhension du côté spirituel de la chiropractie, en amenant à tous ceux qui étaient présents à réaliser que la force vitale, c'est l'esprit et c'est la lumière du corps. Et en partageant ça, il y a beaucoup d'expressions aux États-Unis qui disent, quand tu te fais taper dans le visage et que les light goes out, la lumière s'en va quand on a été knock-out, comment on dit knock-out? KO. KO, quand on a été KO. Il y a beaucoup d'expressions populaires qui parlent, j'étais près de ma grand-mère, elle était en train de mourir et j'ai la lumière
son esprit est parti du corps, la lumière l'a quitté. Il y a beaucoup d'expressions traditionnelles dans toutes les cultures qui ont une référence à la force vitale, au chi, qui est la lumière du corps, qui est l'énergie qui anime le corps. Et pour moi, ce que je trouve intéressant, c'est que le mot chiropractique inclut CHI, le chi, qui est le nom qui a été attribué par toutes les médecines orientales et le monde oriental et les philosophies orientales pour avoir la référence que c'est la force vitale. Donc, chiropractique et karo, ça veut dire les mains, c'est dans ce mot, il y a la combinaison de ces deux mots, chi et chiro, qui est incroyable que ça ait été dessiné comme ça par les Palmer, et c'est de relâcher avec les mains l'énergie vitale dans le corps. Et ça, c'est l'essence fondamentale de la chiropractie, qui n'a rien à voir avec ce qu'on enseigne dans beaucoup de collèges, qui est la chiropractie, c'est une manière de traiter la maladie d'une manière, ou les symptômes d'une manière naturelle. Ça n'a rien à voir avec l'esprit, l'intention, la vision primaire et essentielle de Didi Palmer et de B.J. Palmer. Mais dans le mot chiropractique, il y a cette essence. Et dans le mot subluxation, il y a cette essence aussi. Subluxation, à l'époque, c'était subluxation, moins qu'une luxation. Mais tu peux aussi couper le mot subluxation. Less than lux, c'est la lumière, expression. Moins de lumière en expression. Donc, ces deux mots, la chiropractie et la subluxation, d'une manière inhérente, ils ont été créés à l'époque avec la possibilité de les utiliser dans le monde mécanistique et la possibilité de l'utiliser dans le monde vitalistique avec la compréhension qui a grandi, qui s'est élevée, mais aussi avec la vision primaire des Palmer. Je voulais savoir comment vous interprétez une subluxation. Qu'est-ce que c'est en soi? Une subluxation, c'est une séparation entre le physique et le spirituel. Et pour moi, ça a été très clair. C'est une séparation entre le physique et la lumière. C'est une disconnexion, un rhéostat entre le physique et la lumière. Donc, pour vous, la chiro, son but primaire, c'est de permettre que la force vitale elle s'exprime à son maximum en chaque personne. Exactement. Et ce qui se passe après ça, quand on l'a fait du mieux qu'on puisse, au niveau artistique qu'on a, après ça, ce qui se passe, ça n'a rien à voir avec nous et actuellement, il faut s'en détacher complètement. Plus on est attaché entre guillemets, les résultats, plus on est attaché, entre guillemets, à ce qui va se passer, plus on bloque la possibilité de ce qui peut se passer, parce qu'on a déjà, comment on dit, taché le champ de possibilités, le champ universel de possibilités. Donc, plus on se libère en faisant de mieux, plus on libère l'énergie vitale dans le corps et qu'on se détache de ça et qu'on ne soit pas attaché de ce qui va se passer, plus on voit quelque chose d'extraordinaire parce que toutes les possibilités sont ouvertes. On n'a pas bloqué ou réduit les possibilités. Moi, j'avais une question, s'il vous plaît. Comment est-ce que, du coup, la subluxation, elle peut se manifester dans le corps du patient et comment est-ce qu'elle s'identifie ou elle se détecte en chiro? Je pense, et c'est seulement mon point de vue, que la subluxation, c'est, entre guillemets, le péché originel des religions. C'est quelque chose qui se passe pour beaucoup à la naissance ou très rapidement. Et c'est une nécessité de la vie
Parce que si on n'avait pas la subluxation, on n'aurait pas la capacité d'avoir le contraste. Par exemple, quelqu'un qui serait né en exprimant leur lumière totale à 100% à travers toute la vie, serait incapable de savoir qu'ils expriment la lumière. C'est qu'avec le contraste, entre guillemets, des ténèbres, de la nuit, qu'on comprend ce qu'est la lumière. Et ce n'est pas différent. Donc la subluxation, c'est quelque chose qui est dans le dessin de la vie, qui est inévitable pour nous donner un contraste. Et quand on ouvre, si tu veux, j'aime pas dire éliminer, mais qu'on réduit la subluxation, qu'on reçoit plus de lumière dans le corps, maintenant on connaît la différence, on se rend compte de la différence, il y a un contraste. Et c'est la réalité de la vie, que la vie, du point de vue humain, elle est expériencée à travers des contrastes. Sans contraste, on ne peut pas avoir la compréhension, l'appréciation, la gratitude de ce qui se passe. Donc, le contraste est nécessaire. Et je pense, de mon point de vue, que la subluxation, que ça se passe soit à la naissance, soit rapidement après la naissance, soit à travers la jeunesse, soit à travers un accident à un certain moment, peu importe, que ça soit chimique, physique, émotionnel, mental, c'est dans le dessin de la vie pour qu'on ait un contraste. Excusez-moi, je peux poser une question? Mhm. Tout à l'heure, vous avez parlé de capacité artistique. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus, expliquer ce que c'est? Est-ce que c'est quelque chose d'inné ou est-ce que c'est quelque chose d'acquis? Voilà, s'il vous plaît. Marine, j'ai pas entendu. Il y a un mot qui m'a échappé quand tu as dit, Ah, j'ai parlé. capacité artistique. Revenir sur ce que c'est, si ça se développe ou si c'est acquis. Le côté artistique, tu parles? Oui, vous en avez Ok, parlé tout à l'heure. ok, yeah. Mm. Si je te comprends bien, Marine, tu me demandes de parler du côté artistique. Quand on est en collège chiropractique, on est exposé à beaucoup de, entre guillemets, techniques. Mais la chiropractie n'a jamais été définie comme une philosophie, une science et une technique. La définition de la chiropractie, c'est la philosophie, la science et l'art. Il y a une grosse différence entre être un technicien et être un artiste. Comme on est tous en France ici, vous êtes en France, il y a les Beaux-Arts à Paris, l'école des Beaux-Arts. À l'école des Beaux-Arts, ils enseignent des techniques pour la peinture, que ce soit de peindre avec les doigts, avec un couteau, avec une brosse, avec une spatule. Il y a des techniques différentes. Et si un étudiant va aux Beaux-Arts et n'acquit que les techniques et reste bloqué sur les techniques, cette personne ne deviendra jamais un artiste exceptionnel ou connu. C'est quand on sait utiliser toutes ces techniques, qu'on les intègre à l'intérieur de soi-même et qu'on fait sortir de nous-mêmes l'artiste avec une créativité, un raffinement, quelque chose de différent d'un autre, qu'on devient un artiste. Et c'est ça le chemin qui est important à faire en chiropractique. Il y a des chiros qui sont juste des Gonstead practitioners ou des upper cervical practitioners, mais ils ne sont pas devenus artistes, ils sont techniciens. Et ça, c'est une chose que dans le séminaire MLS, on amène beaucoup. On donne aux gens une connaissance fondamentale de base des variables et des composants importantes à l'ajustement, mais libérer les gens de modifier ça, d'adapter ça à leur corps, à leur sensibilité, à leur perception, à leur créativité, pour devenir et faire sortir l'artiste à l'intérieur d'eux-mêmes. Et ça, c'est la grosse différence entre un chiro qui aura une grosse clientèle et un chiro qui, il verra des gens, mais c'est un technicien, Il manque quelque chose. Ça sera comme s'il y avait des tableaux dans une galerie et les gens disent, ah yeah, ça c'est beau, mais ça manque de créativité. Je ne suis pas intéressé à l'avoir. Oh, ça c'est extraordinaire. OK?
c'est la différence entre un artiste et un technicien. Merci. Bien. Moi, j'ai une petite question, Arnaud. Vas-y. Comment, comment te détacher du résultat? Ah, c'est un processus. C'est un processus. Quand on commence dans un cabinet, tu sais, tu as des gens qui viennent, oh, j'ai eu des migraines chroniques toute ma vie, est-ce que tu peux m'aider? Tu les ajustes. Et quand tu es jeune, quand tu démarres au cabinet, ton espoir, c'est oh, il faut que les migraines, elles disparaissent. J'espère quand il reviendra, ils me diront que la migraine a disparu. C'est très limité et ça prend un certain niveau de maturité, de complètement se détacher, de faire ce que tu fais au mieux, de rester focalisé sur, entre guillemets, nettoyer la colonne vertébrale, le canal rachidien d'obstruction, de libérer l'énergie vitale au mieux de tes capacités et d'être complètement détaché. Ça prend un niveau de maturité, un niveau de conscience, une fondation philosophique solide pour faire ça. Mais quand tu fais ce passage, il y aura quelque chose d'énergétique qui va se produire où tu ne te sens pas du tout, on dit comment, pesé par tes clients. Tu n'es pas énergétiquement affecté par ce qui se passe à travers tes clients. Il y a une libération extraordinaire qui se passe. Où maintenant, tu es très clair. OK, je vais libérer je vais ouvrir le pipeline. On dit pipeline en français? Le tuyau, le canal. Le tuyau, là où l'huile passe des pays arabes en France, ça s'appelle comment? Le pipeline? Non? Yeah. C'est ça. So, d'ouvrir le pipeline. Si tu te focuses que de ça et que tu peux te libérer, tu verras, tu te sens léger, tu te sens clair, tu n'as pas ces attachements émotionnels, énergétiques avec tes clients, avec leurs symptômes et tout ça, tu es complètement détaché et beaucoup plus efficace. Ça ne se passe pas du jour au lendemain, à moins que tu arrives dès le début dans ton cabinet, dès le départ, avec un détachement complet à cause de ta compréhension philosophique et artistique et spirituelle. D'accord, merci. OK. Et j'ai une... Ouais, vas-y. Non, c'est bon, t'inquiète. Ouais, j'ai une deuxième question. Tout à l'heure, tu as dit ta définition de la subluxation, mais est-ce que du coup la subluxation, elle est que dans la colonne vertébrale? Par définition, dans des palmeurs, c'est la colonne vertébrale. À travers ce qui s'est passé dans les années 86, 84, 85, 86, l'expérience que j'ai eue en visitant le chiropracteur qui m'avait fait ces ajustements, qui a amené la lumière complète dans le corps, et à travers ce que j'ai vu dans mon cabinet pendant les 3 mois où je suis resté dans cet état d'être d'une manière constante, si tu veux, j'ai vu très clairement des phénomènes qui apparaissent almost incompréhensibles à certaines personnes quand il est partagé, mais qui sont des phénomènes réels. Par exemple, des fusions de pieds, d'un pied qui avait été broyé, cassé, qui avait été d'une manière chirurgicale fusé, et quand la lumière a été libérée dans la corde de ces gens, le pied, le doigt se libérait complètement et se retrouvait dans un état normal. Une personne qui a eu une opération ouverte du corps où on coupe le sternum avec une chaîne, comment on dit ça en français? Circular saw, you know? Ici. Une scie électrique. Et quand il s'est guéri avec le thorax qui était contracté comme ça. À la suite de la libération de la lumière dans le corps, le thorax qui s'ouvre et la personne qui me dit « J'ai senti le brûlement de la scie à travers tout mon sternum
Et maintenant, je suis ouvert et je me sens libéré. J'ai vu des choses, j'ai été, soit ce qui s'est passé dans mon cabinet, soit quand j'allais voir ce chiropracteur à New York, j'ai vu des choses qui sont incompréhensibles dans le contexte physique et la réalité physique limitée qu'on a. Et donc, j'ai vu que quand l'énergie vitale est libérée dans le corps, elle libère tout au-delà de la colonne vertébrale. Elle libère tout dans les extrémités, elle libère tout dans les organes. Et donc, le français, c'est pas facile. Hein? Les fondations chiropratiques de la philosophie chiropratique, c'est la colonne vertébrale. Et je crois que cette diversion qu'on a, cette expansion qu'on a eue d'ajuster d'autres articulations et tout ça, c'est encore à la suite d'une connaissance incomplète des fondations chiropratiques, des principes chiropratiques et de la définition de la chiropratique. J'ai une question. Est-ce que c'est possible qu'une personne, une fois vous l'avez libérée de cette subluxation, revienne plusieurs temps après avec une même subluxation? Bien. De nouveau, il y a cette pulsation dans la vie qui est constante. Par exemple, pour moi, l'expérience que j'ai eue, ça a duré 3 mois. Et certainement, mon état d'être, mon état de conscience, mon état énergétique est redescendu à un autre niveau, un peu plus haut qu'au niveau où j'étais avant, mais il est descendu de là où j'étais. Et à travers ma vie, depuis ces années-là, puisque c'était dans les années 80, j'ai eu des fluctuations de mon niveau, des fluctuations de mon niveau de conscience, de mon niveau spirituel, de ma connexion spirituelle, que je pense que c'est très normal. La vie, c'est une pulsation constante d'être en harmonie avec l'esprit intérieur à nous-mêmes, avec notre âme, et d'être en disharmonie avec notre âme. Tout comme un atome est une seconde une particule et l'autre seconde, c'est une vague. Cette pulsation, c'est inhérent à la vie. Et donc, la subluxation vertébrale, c'est quelque chose qui, bien sûr, peut se reproduire et se reproduit, peut-être à des niveaux moindres que tout au début. C'est ma perception de ça et mon expérience. Et comment ça se fait qu'on a des subluxations? Quelle est la raison principale? Enfin, vous avez exprimé des péchés, mais est-ce que ça peut être un moment traumatisant ou quelque chose comme ça? Qu'est-ce qui crée les blocages? Est-ce que, par exemple, l'état psychologique comme le manque de confiance en soi peut créer des subluxations? Yeah. D'une manière inhérente à la vie, c'est nécessaire. La subluxation est nécessaire pour avoir le contraste. Ça, j'ai bien établi ça au début de cette conversation, que sans le contraste et qu'on ne connaît que la lumière ou que l'obscurité, on ne peut pas savoir la différence. Si on est constamment dans l'obscurité, on ne sait pas que la lumière peut exister. Si on est constamment dans la lumière, on ne sait pas que l'obscurité peut exister, mais on ne comprend pas qu'on est dans la lumière. C'est la même chose. La manière dont ça se passe, que ce soit un procédé mental, émotionnel, un trauma mental, quelque chose qui était difficile à accepter, qui était traumatique, ça se produit comme ça. Et vous avez, comment
comment vous avez réussi à mettre les mots sur le fait que vous avez eu, entre guillemets, cette lumière dans votre corps? Comment quoi? Vous avez trouvé les mots parce que vous avez dit que vous avez senti un déblocage. Donc, comment vous l'avez... Enfin, j'ai du mal à voir, en fait, comment est-ce que c'est Si je possible pouvais que vous le- exprimer ce qui s'est passé, c'est comme s'il y avait, on appelle ça un geyser en français, un geyser. Geyser. C'était comme s'il y avait un geyser qui était parti au plus profond de mon sacrum et qui a explosé en montant à travers la colonne vertébrale pour exploser dans le cerveau. Une autre manière de partager l'expérience qui n'est pas vraiment possible à partager et à définir, c'est comme si on avait mis une fusée tout en bas de la colonne vertébrale et la faire partir pour qu'elle explose comme un feu d'artifice dans le cerveau. Une autre manière d'exprimer ça, c'est comme s'il y avait 100 000 volts d'électricité qui étaient passés à travers le corps et pulvériser le corps et transmuer la matière en lumière, mais sans aucun disconfort, avec un sentiment de plaisitude, de paix, de contentement complètement extraordinaire et profond, où rien ne pourrait être ajouté ou soustrait à ça, que c'est complet en soi-même. Et je voudrais savoir, elle était prévue, justement cet état de lumière, ou elle est venue par hasard? Prévue? Elle était un petit peu provoquée par le fait d'un ajustement? Elle était voulue? Elle était provoquée par un Vous voulez, ajustement. vous voulez avoir cet état de lumière ou elle est venue un peu par hasard? Oh, elle était venue complètement sans mon contrôle, hein. C'est un peu comme à travers l'ajustement qui a été fait, qui est actuellement 2 ajustements. Un, c'était le soir et l'autre, c'était le lendemain matin. Ce qui s'est passé, c'est quelque chose qui était complètement incontrôlable de mon corps, spontané. J'ai eu aucun contrôle de ce qui s'est passé. C'est comme un peu si, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qui s'est passé à Fréjus dans les années 50 ou 60, quand le barrage de Fréjus a cassé. Toute la vallée de Fréjus a été inondée. Les gens, ce n'était pas quelque chose qu'ils voulaient que ça se passe, ce n'est pas quelque chose qu'ils attendaient, c'est quelque chose qui s'est passé en dehors de leur contrôle, complètement d'une manière irréversible et incontrôlable d'eux. C'est exactement le sentiment, si je pouvais partager ça, de ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, je vais affirmer ça, que depuis cette expérience, j'ai partagé mon expérience avec pas mal de gens dans des conférences, parce que je suis invité à parler sur des plateformes différentes à travers la chiropractie ou des Zoom calls. Et pas mal de gens qui ont eu contact avec les quelques chiropracteurs qui avaient été enseignés par le chiropracteur qui donnait ces ajustements, ont partagé d'une manière soit publique, soit privée, la même expérience. Et c'était des gens du public ou des chiropracteurs. Et ça, pour moi, c'était un gros passage parce que quand on a une expérience similaire, on se dit, est-ce que je suis un peu, entre guillemets, différent, séparé? Peut-être que j'ai cru ça, peut-être que c'est quelque chose que j'ai fabriqué. On commence à questionner ça. Bien sûr, la réalité pour moi que ma femme, quand je suis rentré, c'est passé à Atlanta, je suis rentré en Pennsylvanie, et quand je suis rentré, elle a vu que quelque chose d'extraordinaire s'était passé et qu'elle-même, quand on s'est embrassé, elle était pulvérisée par la lumière, complètement pulvérisée par la lumière. Et donc, quand d'autres gens sont venus, que ce soit des chiropracteurs, le public, qui ont reçu ce genre d'ajustement, ça a été une validation, ça a validé profondément ce qui s'est passé. Et pour moi, ça a été, à ce moment-là, j'ai compris, c'est ça le potentiel de la chiropractie.
à long cours, à long terme, que ça soit dans 50 ans ou dans 100 ans, où on arrive à raffiner d'une manière consistante, on dit, d'une manière constante, la capacité de faire ça, d'amener ça aux gens sur notre table d'ajustement, peu importe le nombre d'années que ça va se passer, mais c'est le potentiel positif de la chiropractie. Quelles ont été les conséquences pour vous dans votre... Répète. Vous m'entendez? Yeah. Quelles ont été les conséquences pour vous, dans votre vie quotidienne, le fait d'avoir eu ça, cette expérience? OK. La première conséquence, ça a été que ma femme Jane avait préparé un dîner. Je suis arrivé tard le soir d'Atlanta, un vol entre Atlanta et Philadelphie, et après de conduire jusqu'à ma maison. Et elle avait préparé un dîner avec un très bon repas, un poulet. Et quand j'ai commencé à manger la première morceau de poulet, c'est devenu comme du chewing gum. Je ne pouvais pas l'avaler. Donc, instantanément, j'ai compris, j'ai entendu le message très clair que de manger de la viande, c'était pas, dans cet état d'être, ce n'était pas quelque chose à faire. Et donc, je suis devenu à cette époque-là végétarien jusqu'à ce qu'on retourne au Colorado. Et ce que je veux exprimer, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont végétariens avec l'espoir d'atteindre un niveau de conscience, un niveau d'être, un niveau énergétique plus haut, quand en réalité, c'est quand le niveau énergétique se produit, quand cette montée en conscience, en état d'être a monté, qu'on devient végétarien. Donc pour moi, la transformation de ma nourriture était quelque chose qui est devenu un message interne plutôt qu'un message de l'extérieur. L'autre chose qui s'est passée, c'est que j'ai été absolument compulsé. Comment on dit ça, compulsé? Obligé. Obsédé. Hein? Et obsédé peut-être. Il est obligé de méditer. Des méditations extraordinaires, matin au soir, qui étaient tellement profondes que je devais me forcer à en sortir. Je n'avais aucun désir de sortir de cet état d'être, de me baigner dans cet état extraordinaire. J'ai été absolument compelled, comme une addiction, à méditer le matin et le soir. L'autre chose qui s'est passée immédiatement, c'est que tout désir sexuel a complètement disparu pendant ces 3 mois. L'énergie était montée complètement à un niveau dans le... comment on appelle ça? Dans les realms, dans des sphères tellement élevées que l'énergie de la sexualité complètement disparu. Et donc, pendant 3 mois, j'ai eu une vie monastique, entre guillemets. Et de nouveau, j'ai compris que, par exemple, dans l'Église, dans le catholicisme, on force les prêtres à ne pas avoir de sexualité, mais c'est imposé sur eux de l'extérieur. C'est très différent que quand ça vient de l'intérieur, quand on a eu cette expérience. Et actuellement, quand on supprime la sexualité de l'extérieur, quand on l'impose à quelqu'un, ces personnes deviennent pervers. Ils ont des fantasies sexuelles parce que ça a été imposé d'une manière artificielle de l'extérieur vers l'intérieur. Tandis que à travers cette expérience que j'ai eue, c'est un changement de ma sexualité complète qui venait de l'intérieur vers l'extérieur. Et je ne suis pas timide de partager ça, mais quand ça se passe, l'organe sexuel se réduit comme un enfant. Il se rétracte dans le corps comme un enfant. C'est très curieux qu'au niveau physiologique, il y a même ce changement physiologique. Ça a été les changements intérieurs vis-à-vis de la diététique, vis-à-vis de la sexualité, vis-à-vis de la méditation. Et l'autre changement qui s'est passé pendant ces 3 mois,
c'est une perception de mon environnement, des gens, de pouvoir écouter, entendre sans qu'on me parle. Quand un client venait dans mon cabinet, je savais leur histoire, j'entendais leur histoire, j'entendais ce qui se passait, leur douleur, leur trauma. Donc une perception comment on appelle ça, extrasensory perception. So, ça, c'est les changements que j'ai ressentis et que j'ai vécu pendant cette période. Et ça m'a donné un très gros espoir pour la chiropractie dans le futur. Je vois que ce qui est possible pour notre profession, pour notre vocation, c'est absolument extraordinaire, ce qu'on pourrait amener à l'humanité. Mais c'est un chemin et c'est aussi un niveau de maturité et de croissance de notre profession pour pouvoir atteindre à avoir des chiros qui sont responsables en utilisant ce genre de pouvoir, ce genre de capacité. Et vous les avez interprétées comment, ces conséquences? I don't know how to. Je ne sais même pas comment répondre à ça. C'est quelque chose que tu vis. Ce n'est pas une interprétation, c'est un état d'être. Oui, mais je veux dire, vous n'avez pas essayé de réfléchir pourquoi vous avez plus de désir sexuel ou vous étiez obligé de méditer. Peut-être c'était parce que vous sentiez que vous devez vraiment vous connecter à vous-même et pas autre chose. Yeah, c'est complètement organique. C'est complètement organique. C'est pas quelque chose à analyser ou à essayer de comprendre intellectuellement. C'est complètement organique. C'est ce qui se passe. Et il n'y a même pas de questions à se poser. C'est un état d'être qui est juste, on est comme ça. Est-ce que c'est la seule fois où vous avez été dans cet état-là ou est-ce que vous l'avez refait ensuite? Non, j'ai été dans cet état-là pendant 3 mois. Je me faisais, entre guillemets, vérifier la colonne vertébrale régulièrement par ce chiropracteur. J'allais à New York. J'ai amené ma femme, ma belle-sœur, mon beau-frère, mes beaux-parents, un autre beau-frère, une autre belle-sœur, à recevoir le même genre d'ajustement. Ils ont eu des expériences similaires. Mais après ces 3 mois, quand j'ai reçu ce genre d'ajustement, d'abord, je vais exprimer ça. C'est que la manière dont cet état d'être est tombé, c'est que Jane et moi, on a adopté 2 enfants de la Corée quand ils avaient 1 an et 2 ans et demi, ils sont frères et sœurs. Et durant cette expérience de 3 mois, aucun désir de regarder la télévision, aucun désir d'être en famille. J'allais au cabinet, je servais tous mes clients pendant toute la journée. Je rentrais, je méditais, j'allais dormir, je me levais, je méditais, j'allais au cabinet. Aller à leur cabinet 5 à 6 jours par semaine, différent des nouvelles générations où ils vont dans leur cabinet 3 jours par semaine. On avait de très grosses longues heures, on voyait beaucoup de monde. C'était ma vie pendant 3 mois. Et après 3 mois, Jane m'a dit, Arnaud, écoute, ça fait 3 mois que tu es presque absent de ta famille. On n'a eu aucun rapport sexuel. Tu rentres du cabinet, tu médites, tu dors, tu te lèves, tu médites et tu revas au cabinet. Est-ce que tu peux prendre un moment pour regarder l'ouverture des Jeux Olympiques à Séoul, puisque nos enfants sont coréens? C'était le temps où il y avait les Jeux Olympiques en Corée. Et j'ai accepté ça. Et le moment où je me suis assis et que mes yeux
se sont mis focalisés sur la télévision, c'était comme un aspirateur qui a pris. Et instantanément, mon niveau énergétique est tombé. So, c'est ce qui s'est passé. Et après ça, même quand j'allais revoir le chiropracteur, il y avait des petites fluctuations, mais je ne suis pas retrouvé à cette expérience. Et je n'essaie pas de dire c'est dommage ou peu importe. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe, et j'accepte ça. So, pour répondre à ta question, je ne suis pas retourné dans cet état d'être, que j'ai eu des états d'être, tu sais, une espèce de fluctuation comme ça, oui, mais pas au niveau où c'était. Et d'ailleurs, je dois dire que, Andy, c'est très difficile de vivre dans la société moderne dans cet état d'être. Si j'avais eu la compréhension de comment faire, entre guillemets, le mieux serait été pour moi probablement d'aller m'isoler dans un centre spirituel où je pouvais intégrer ça d'une manière encore plus profonde dans mon être. Mais je n'ai pas eu cette perspective. Maintenant, si quelque chose de similaire se produisait, j'aurais cette perspective de prendre une année de retraite personnelle pour complètement intégrer cet état d'être, pour que ça soit devenu un état plus stable. Mais ce n'est pas du tout écologique de fonctionner dans la société dans cet état d'être. La lumière, par exemple, d'un tube néon est devenue intolérable. De toucher l'argent devenait intolérable. Certaines musiques étaient intolérables au système nerveux. So, ce n'est pas facile dans cet état d'être de fonctionner dans la société moderne. Il faut avoir un environnement très, entre guillemets, contrôlé et un peu séclu. Séclu, on dit en français? Où on est protégé un peu. Mais du coup, si vous serez resté dans cet état d'être un peu à vie, ça aurait été pas terrible pour votre famille. Je pense que c'était peut-être un extrême, non? Et il fallait juste réussir à modérer cet état d'être. Yeah, c'est un extrême et c'est pour ça que parfois il y a des gens qui ont partagé une expérience similaire. Et ça peut être des gens qui ont un chemin ou qui sont des guides spirituels dans la vie. Et c'est ce qui se passe, et souvent ces gens-là n'étaient pas en famille. Il y a aussi des gens qui ont eu ce genre d'expérience et qui, pendant une période de leur vie, ont perdu leur famille ou sont séparés de leur famille, c'est possible. Et ça ne veut pas dire que ça soit bien ou mal. Hein. On dit la famille, c'est le plus important. Et quand on vieillit à travers l'âge, parfois on se rend compte que les liens de famille ne sont pas les mêmes choses. Les liens de sang, la famille de sang, ce n'est pas la même chose que la famille spirituelle. Donc parfois on a une emphasis, on met tellement d'importance sur la famille de sang, mais souvent la famille de sang, ce n'est pas vraiment la tribu à laquelle on appartient. Ce n'est pas le cas pour moi. Ma famille de sang, ma femme, on est incroyable, on est mariés depuis 41 ans, on se connaît depuis 43 ans, c'est fantastique. Et mes deux enfants, ils sont adoptés de la Corée et ça n'aurait pas été plus mes enfants ou nos enfants que si je les avais faits biologiquement. Et actuellement, je pense qu'ils sont plus nos enfants que si c'était des enfants biologiques. Est-ce que vous avez trouvé une manière dans votre vie normale de revenir à cet état, mais peut-être pas aussi puissant, mais une petite forme de cet état qui vous permet de quand même de gérer cette énergie pour augmenter vos capacités? Yeah, David, je crois que une des choses qui s'est produite, c'est un sentiment
d'acceptation de mon état d'être, quel qu'il soit, un désir profond de passer beaucoup de temps dans la nature, dans un environnement qui est l'environnement dans lequel je vis au Colorado, qui est très sain, qui est très calme, qui est très, notre maison, la manière dont on a décoré, de ce qu'on a fait, c'est très, comment on dit, c'est très nourrissant pour l'être. Ok. Bien sûr, on a une diététique qui est différente maintenant. Cet état d'être est tombé. Quand on est arrivé au Colorado, on vit à 2000 mètres d'altitude. En une semaine, toute la famille a dit « Oh, qu'est-ce qu'on a besoin de manger un bout de viande ?» Donc, plutôt de combattre ça en disant « Non, 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 je suis végétarien », j'ai reconnu « Ah, je suis à un environnement différent, dans la montagne, je fais du vélo de montagne, des randonnées de montagne, j'ai une demande énergétique complètement différente de mon corps. Je ne pratique plus qu'à mi-temps, pas à plein temps. Et donc, je vais accepter le message intérieur de mon corps qui dit manger de la viande. Donc, pendant une période de presque 10-15 ans, on a mangé de la viande très organique. On est en bordure d'un ranch organique au Colorado. Mais maintenant que j'ai moins d'activités physiques, de vélo de montagne, de randonnée, de ski, de snowboarding, mon désir pour la viande, et la même chose avec ma femme, a décliné d'une manière significante et on en mange rarement, mais on mange quand même de temps en temps de la viande, du poisson. Donc, il y a eu un changement à ce niveau-là. On a créé un environnement très serein. C'est ça le mot que je voulais choisir. Très serein. Mais tu sais, c'est un peu, parfois, quand on entend ça, c'est possible de se dire, oh, on va essayer de retrouver cet état d'être, de revenir à cet état d'être. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on puisse forcer. C'est comme un champ, tu places des graines, il y en a certaines qui vont pousser, il y en a d'autres qui ne vont pas pousser. Donc, ce qu'on a gardé, c'est d'être sûr que le jardin soit en bonne santé et on verra ce qui va se passer. Merci, je comprends. Yeah. Je pourrais poser une question, Arnaud? Mm-hmm. Merci déjà pour tout ce que tu nous racontes. Et ta description un petit peu de cette expérience, ça me fait penser à une montée de Kundalini. C'est quelque chose de similaire, rien à voir Enfin, voilà, ça me fait penser à... J'ai entendu parler des montées de Kundalini et ça me fait penser à ça. Est-ce qu'on pourrait dire ça ou c'est quelque chose de différent? Non, je crois que c'est absolument correct. Okay. Et que peut-être pas Didi Palmer, mais BJ Palmer était très conscient de cette possibilité en chiropractique. Okay. Que quand il parle dans le Chiropractic Philosophy Book de Stevenson, il y a un passage où il parle des méninges et de comment libérer la tension des méninges et la tension de la colonne vertébrale. Et je crois que BJ Palmer était très conscient que c'était une grosse possibilité de la chiropractie, mais avec la sagesse qu'il avait amené cette profession dans un monde mécanistique avec une opposition très forte du monde médical. Et je crois qu'il a mis un peu en retrait ce qui était possible. Ça aurait été trop à l'époque. Ça aurait été trop. Okay. Il a insinué ça dans certains de ses messages. Il y a un tout petit bouquin, très petit, qui s'appelle My Message Analyze, qui est écrit en anglais par BJ Palmer. Et ce petit bouquin, vous pouvez le trouver, je crois, à l'époque, il était disponible à la Sherman Bookstore, Sherman College of Chiropractic Bookstore, pour 1,25 €.
Et dans ce bouquin, il élude à ça. Il élude à la vision, la grande vision de la chiropratie, la possibilité de la chiropratie pour l'humanité. Et ça, pour moi, d'avoir vécu cette expérience à la suite d'un ajustement vertébral, ça a renforcé la vision que j'ai eue de la chiropratie, de ce qui est possible pour l'humanité à travers la chiropratie. Et je crois que ça a vraiment comment on dit, propulsé le pouvoir de mes conférences, de mon message à la profession, aux étudiants. Parce qu'il y a un niveau de clarité dans mon esprit de ce qui est possible. Et je suis aussi clair que c'est possible que la chiropratie disparaîtra, mais le principe derrière de ce qu'on a amené à l'humanité continuera, que ce soit sous le nom chiropratique ou sous un autre nom, peu importe. Ce principe, cette philosophie, elle est sur une trajectoire qui est irréversible. C'est comme une fusée, c'est irréversible. Yeah. Merci. Et pour revenir à la matière, au final, dans le corps, elles se manifestent comment, les subluxations? Well, elles se manifestent d'une manière ésotérique entre une séparation entre l'esprit et la matière, une séparation entre la lumière et le corps. Au niveau physiologique, il y a tout un tas de suppositions de ce qui se passe, qu'il y a un changement biophysique, biochimique, neurologique. Tout ça, c'est des suppositions ou peut-être des réalités qui sont intéressantes à investir, on dit, non, à investigate. Une investigation intéressante en tant qu'étudiant. Une fois que tu es dans un cabinet, c'est plus une conversation que tu as besoin d'avoir avec toi-même. Et d'ailleurs, en parlant de ça, 90% de l'éducation que vous avez dans un collège chiropratique, que ce soit un collège super philosophique ou pas, dans la réalité de la pratique, ça va disparaître. Inconséquence. Et Arnaud, comment est-ce que toi tu les détectes, les subluxations? Qu'est-ce que tu utilises comme approche? Ça a été un processus quand j'étais jeune en chiropratie, quand j'ai commencé mon cabinet. J'utilisais le leg check, le cervical syndrome, la palpation musculaire, la palpation, comment on appelle ça? Motion palpation, l'instrumentation. Et plus j'ai progressé à travers mon chemin dans la chiropratie, plus j'ai abandonné de plus en plus, parce que je me suis rendu compte que quand j'essayais de détecter, de trouver la subluxation d'une manière intellectuelle, il n'y avait pas cette fluidité, cette aisance de connexion et d'ajustement avec les gens. Et de plus en plus, je me suis retiré de ça et j'ai laissé mon intuition, ma sensitivité, ma perception me guider. Et donc, pour moi, c'est une chose complètement intuitive qui est une manière d'écouter, non pas de chercher, mais d'écouter avec les mains, de laisser venir des mains à mon cerveau plutôt que d'essayer de chercher de mon cerveau avec mes mains. Donc, c'est de réverser le chemin qu'on nous enseigne. Dans un collège, on dit oh, il faut regarder, il faut chercher, il faut chercher. Et donc, on cherche du cerveau aux mains plutôt de dire écoutez le corps, écoutez de ce qui se passe, écoutez d'une manière énergétique, d'une manière tonale et laissez venir le message au cerveau. Et donc, je suis passé à travers ça. Et d'ailleurs, beaucoup de chiropracteurs qui ont non seulement de gros cabinets, mais aussi de gros, je ne vais pas dire résultats, parce que c'est ce qui se fait, mais ce n'est pas leur raison de pratiquer. Sont des gens qui pratiquent d'une manière complètement intuitive.
Et d'ailleurs, à MLS, j'encourage tous les participants à abandonner l'intellect et à commencer à supporter, à nurturer l'intuition. Et je veux raffiner ça un peu dans la conversation. Par exemple, quand on regarde Nadal play en tennis, ou un sportif ou un pianiste extraordinaire, bien sûr, ils ont étudié toute la dynamique du jeu de tennis, d'un revers, d'un service, d'un coup droit et tout ça. Mais une fois qu'ils sont à un certain niveau, tout devient intuitif. Et quand tu parles à Nadal ou à Federer, il disait, je savais déjà où la balle allait aller. Quand elle a parti mon raquette, je savais déjà où elle allait revenir vers moi. J'avais cette intuition. Ou parfois, il disait non, j'étais complètement dans ma tête, j'étais complètement en antagonisme avec moi-même, et c'est pour ça que j'ai perdu la partie. Je n'étais pas dans la fluidité, dans la zone. Et beaucoup d'athlètes parlent d'être dans la zone. C'est ce qui se passe en chiropractique. Il y a un moment où tout d'un coup, on rentre dans une zone où, et ça va paraître vraiment bizarre, hein, mais en quittant une table d'ajustement et en allant vers l'autre table d'ajustement, j'entendais déjà, je savais déjà où ajuster cette personne. Je ne l'avais même pas touchée. Donc l'information est déjà dans le champ énergétique, dans le champ d'information. Et il y a cette connexion quand on est dans la zone. Je peux poser une question? Mm-hmm. Vous avez parlé tout à l'heure du fait que vous avez fait pas mal de conférences, etc. Je voulais vous demander qu'est-ce qui vous a donné envie de faire des conférences? Rien ne m'a donné envie de faire des conférences. On m'a demandé de faire des conférences. C'est venu vers moi. Ce n'est pas moi qui est allé vers là-bas. C'est venu vers moi. Et MLS, du coup? Hein? Quand tu as développé MLS, c'est parti comment? La raison principale que j'ai développé MLS, c'était parce que on m'avait demandé de donner des conférences chiropractiques sur la philosophie, et j'en donnais, mais il n'y avait pas tellement de gens qui venaient. Et je me suis dit, ça c'est curieux, c'est la fondation de notre profession, mais les gens ne sont pas intéressés à une conférence sur les principes chiropractiques, sur la philosophie chiropractique. Et par contre, s'il y a une conférence ou un séminaire de technique, il y a plein de gens qui vont. Alors je me suis dit, puisque beaucoup d'étudiants venaient voir mon cabinet ou le chiropracteur venait m'observer quand j'étais en pratique en Pennsylvanie et qui me disaient, oh, ta manière de juster, c'est vraiment incroyable, c'est tellement connecté, c'est tellement en aisance, il n'y a pas de tension dans le corps, c'est très spécifique, c'est très rapide. Est-ce que tu peux enseigner ça? Et moi, j'étais dans mon cabinet, je me disais, non, je suis content avec ce que je fais et moi, je suis plus branché sur la philosophie. Mais quand j'ai vu qu'il n'y avait pas tellement de gens qui étaient intéressés à apprendre la philosophie, je me suis dit, puisque tous, ils veulent aller à des conférences techniques, des séminaires techniques, je vais apprendre la manière dont j'ajuste à la profession, faire un séminaire entre guillemets technique, mais l'infuser avec la philosophie, l'imbiber de philosophie. Et c'est ce que j'ai fait, et ça a vraiment transformé quelque chose dans la profession. Tu as une date pour un prochain séminaire? Enfin, je ne sais pas trop comment ça se passe maintenant avec les séparations des pays et compagnie. Il y a un séminaire qui était prévu à Paris en octobre 2020, qui a été repoussé et que finalement, on a essayé de le faire de nombreuses fois où on n'a pas pu le faire à cause de Covid. Ça a été repoussé et il va se faire le 23-24 octobre à Paris. Et puis, il y a un séminaire qui vient à Toulouse en novembre. Je n'ai pas les dates exactes, mais vous pouvez aller sur le
le site MLS Seminars avec un S.com et il y a les dates de Toulouse. Tu nous Et le on fais va en- commencer maintenant que l'Europe se rouvre petit à petit, on va commencer à refaire le séminaire à Londres, à Amsterdam, à Hamburg en Allemagne. Quelqu'un vient de m'approcher pour demander de faire un séminaire en Suède et à Berlin. Et puis on va rouvrir Barcelone. Donc, c'est un processus à cause de Covid. C'est pas facile de réarranger tout ça. Quand au dernier moment, tout d'un coup, il y a un changement de loi et on est bloqué. C'est vraiment, vraiment, ça a été très, très difficile au niveau logistique et administratif pour nous de continuer à faire ce qu'on faisait, qui était presque d'une manière régulière, un cycle régulier de tous les séminaires qu'on avait. C'est en français à Paris ou c'est en anglais? En français à Paris, en français à Toulouse. Merci. Du coup, Toulouse, c'est le 19, 20 et 21 novembre. Merci. 20 et 21 novembre? 19, 20 et 21. Yeah. Et 23-24 à Paris, hein? C'est 23, pas 24 à Paris. Yeah. En octobre. Yeah. en octobre, oui. En octobre. Et on avait fermé l'enregistrement parce que comme on avait tellement de gens qui s'étaient enregistrés en 2020, on ne savait pas combien allaient pouvoir transférer leur enregistrement pour octobre 2021. Mais maintenant, on a un sens qu'un certain nombre de gens ont dit non, j'ai un mariage, j'avais un emploi du temps différent, je ne pouvais pas participer. Et donc, on vient de rouvrir l'enregistrement parce qu'on sait le nombre de gens qu'on peut accepter, si tu veux. D'accord. Yeah. Merci. Teddy, good to see you. Nice to see you too. Salut. Did you just join or you have been there the whole time? I've been there almost the whole time. All right. D'autres questions? Non? Si j'ai une question, je suis en train de regarder du coup les dates, enfin l'inscription pour le séminaire, mais là quand je clique sur le lien pour le week-end à Toulouse, ça me ramène vers Paris. Mais il y a encore des places pour le week-end à Toulouse? Yes, ça c'est. Je suis content que tu me dises ça parce que c'est peut-être un problème avec le site. Donc je vais indiquer à la personne qui s'occupe du website de corriger ça. Ok, ça marche. Parce que Paris, c'est seulement 2 jours et Toulouse, c'est 3 jours, c'est ça? Oui, c'est le même de nombre d'heures. Ok. Mais la salle de conférence à Paris n'était pas disponible. D'accord, d'accord. Donc, on a ramené ça. Aux États-Unis, c'est toujours 2 jours. D'accord. Non, c'est juste une question d'organisation. La raison en Europe pour laquelle, en général, on faisait 3 jours, c'est pour permettre à des chiros qui viennent de l'Allemagne ou d'Italie de prendre un avion dans l'après-midi du dimanche et pouvoir être rentrés chez eux pour démarrer leur cabinet le lundi. Alors, j'ai une question très pratique. Oui. Avec ces histoires de Covid, il faut un Covid check ou il faut quoi? OK, so MLS ne supporte pas du tout la vaccination. Je peux imaginer, oui. Ni le masque, mais on est forcé par l'hôtel, soi-disant, ils vont vérifier que soit une personne a une vaccination, soit qu'ils ont un test Covid négatif. D'accord. OK. Il y a plein de manières de contourner ça et de présenter un papier. Ça, c'est votre business. Est-ce qu'on arrive sur la dernière question? Je peux vous dire, en parlant de ça, je peux vous dire quelque chose. Je viens de me faire faire une opération du genou, un remplacement du genou. Et donc, je suis rentré dans le monde médical pour des examens avant l'opération générale, pour des examens de sang, pour des radios,
et après pour des examens orthopédiques, avec de nouveau des examens de sang et tout ça. Et donc, je suis rentré d'une manière régulière et constante dans le monde médical, à l'inclus de la chirurgie, à l'inclus du temps à l'hôpital, à l'inclus de juste il y a 2 jours des visites post-opératoires. Et tout le temps, j'ai gardé mon masque comme ça. Un masque qui était dégueulasse, qui était presque gris, tellement je l'avais mis dans ma poche en allant me balader et tout ça. Pas une personne du monde médical, pas une infirmière, un assistant du docteur, le chirurgien m'a demandé le masque sur le visage. Et à chaque fois, j'ai développé une relation avec ces personnes et j'ai la réponse d'une manière discrète ou parfois très ouverte, qui ne croyaient pas du tout à l'efficacité du masque, surtout pas de la manière dont c'était porté par le public, surtout pas le genre de masque que les gens ont, mais surtout qu'il y a un agenda très différent derrière tout ce qui se passe autour de COVID-19. Et ce que j'ai appris hier que je ne savais pas, c'est qu'aux États-Unis, un centre médical ou un hôpital qui a accepté un don d'argent du gouvernement est obligé de faire le mandat. Donc, ça a été une manière financière d'imposer le mandat à ces organisations, à ces hôpitaux, à ces travailleurs du monde médical, bien que beaucoup y soient complètement opposés. Ça, c'était intéressant pour moi de découvrir ça. Du coup, tu passes tout le temps que c'est important de voir la vie du côté des choses bonnes qui s'expriment. Et par exemple, on ne combat pas l'obscurité, on amène la lumière. Et dans le Covid, est-ce que ce serait une bonne solution Pour moi, c'est de rester en confiance complète à la vie et à mon corps, de surtout pas vibrer à un niveau de peur, parce qu'on sait maintenant que soit qu'on vibre d'une manière mentale, émotionnelle, en confiance ou en peur, c'est une réaction chimique dans le corps, c'est une réaction immunologique, une réaction physiologique. Donc, pour moi, c'est très important de rester d'une manière complètement claire, d'être en confiance vers la vie, d'avoir confiance en mon corps et d'accepter ce qui se passe, si tu veux, en étant non conformiste, de ne pas me conformer, mais néanmoins de ne pas insulter ceux qui se conforment et d'avoir un certain niveau entre guillemets, de respect. Quand on te demande de mettre un masque pour entrer dans un restaurant, ok, je le mets ici, ok, je rentre dans le restaurant et là, une fois que tu es entré dans la porte, je sors le masque parce que le virus, il est juste entre la rue et la porte. Une fois que tu es dans le restaurant, le virus, il est pas là. Ah, mais il n'y a aucun sens commun, aucun sens commun. Donc, si qui que ce soit regarde tout ce qu'on nous impose, il n'y a aucun sens commun, zéro. C'est une manière de contrôler la population. Ah oui, c'est ça. Parce qu'il faut comprendre pourquoi on fait ça. Yeah. C'est quoi derrière l'histoire qui est déjà créée? Yeah. Enfin, faut dire les choses comme elles sont. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Yeah. Faut pas on n'a pas besoin d'être un génie pour voir ce qui se passe. Hein. Yeah. Le gouvernement, il est vraiment, vraiment, vraiment intéressé à la santé des gens. C'est incroyable. Il est tellement intéressé à la santé des gens qu'il faut les matraquer, qu'il faut les bombarder avec des bombes fumigènes, qu'il faut les tabasser. Yeah, c'est parce qu'ils sont intéressés à votre santé. Incroyable. On en parlera de vive voix. Yeah. Enfin, je veux dire, c'est peut-être pas le moment et surtout tendu, entre guillemets. Yeah. Mais pour répondre à la question de Léo, restez positif, restez en confiance avec la vie, avec soi-même.
et ne pas du tout accepter la peur, de vibrer au niveau de la peur. Et si vous ne croyez pas qu'il y a une différence entre la peur et la confiance, les animaux peuvent ressentir les phéromones qui sont produits par les cellules du corps quand on a peur ou quand on est en confiance. Les animaux, un chien peut sentir ça, un ours. Donc, c'est quelque chose qui est connu maintenant, qui est reconnu scientifiquement, que la peur, c'est une réaction chimique dans le corps et que la confiance, c'est une réaction chimique différente dans le corps. Excusez-moi, vous dites que justement il faut rester en confiance et ne pas avoir peur, etc. Mais comment en fait ne pas avoir peur? Enfin, j'ai l'impression que c'est pas quelque chose qu'on maîtrise la peur en fait. C'est juste, c'est pas quelque chose que tu dis comment le faire ou comment pas le faire. Soit tu le fais, soit tu le fais pas. C'est un état de awareness. What is awareness? Conscience. Awareness, c'est confiance? Non. La conscience. Avec un S. Conscience. C'est un état de conscience et un état de, comment on appelle ça? De vigilance intérieure de ton état de conscience. Yeah. Merci. Génial. Je pense qu'on arrive à la fin de la conférence. Est-ce que tu as envie de dire un mot de la fin, Arnaud? Juste que je suis très heureux que tu m'aies invité à faire ça. Je suis dans une phase de la vie où je me retire petit à petit de ma contribution à la profession parce que j'ai moins envie de voyager autant, les changements de réseau horaire, les difficultés que c'est sur le corps, de pouvoir partager et peut-être inspirer les gens à travers des Zoom calls. Pour moi, c'est un don extraordinaire parce que j'ai toujours eu le désir de donner de moi-même et de donner de mes expériences, de ma compréhension. Que ça soit accepté ou pas, peu importe pour moi. Mais donc d'avoir ce véhicule pour pouvoir faire ça, ça me fait beaucoup de plaisir et merci de m'avoir invité. Yeah. Tu es dans le Colorado, Arnaud, maintenant, là, c'est ça? Tu es où dans le Colorado? Je suis dans le sud-ouest du Colorado. Quelle ville? Dans les montagnes, à 2000 mètres, dans une petite ville qui n'est pas du tout une ville, comment on dit en français, de péteux. C'est pas de l'argot, ça? Péteux, oui. Une ville péteux, non, c'est une ville très progressive, qui est petite, avec beaucoup de gens qui sont impliqués dans le massage, le travail du corps, le travail énergétique, l'acupuncture, la nourriture organique, des ranchs organiques qui sont grands, très progressifs, avec des gens de beaucoup de pays différents et d'États différents aux États-Unis. Donc, c'est un environnement un peu extraordinaire aux États-Unis, parce que si vous avez été aux États-Unis, parfois, ça peut être dur, la vie américaine, la culture américaine. C'est loin de Denver? C'est à 8h30 de Denver. À 8 heures en voiture de Denver, c'est ça? 8h30, oui, en voiture de Denver. Comment ça s'appelle ta ville? Durango. Durango ou Durango? Durango. Ah, Durango, oui. Yeah. Tu reçois des gens de ton... Enfin, on peut aller te visiter, te rendre visite, c'est ça? Oui, tu peux aller me visiter, mais je ne pratique plus depuis 2 ans. Okay. J'ai arrêté la pratique part-time. Si tu passes à Durango, tu peux toujours... Je suis déjà allée par le passé. Yeah. Parce que je vais souvent à Denver et j'adore le Grand Canyon, enfin tout ça, c'est pas très loin. Yeah. Je suis terrifiée de tous mes collègues là qui sont en train de regarder. C'est super beau, Durango. C'est super beau. C'est actuellement la plus belle partie du Colorado. D'accord. Très diverse. Ça va des Alpes aux grands paysages qu'on voit dans les westerns américains. En tout cas, merci pour ton temps. Et bon,
moi, je travaille depuis plus de 30 ans. Ah, Oui. Et ben, j'ai vraiment envie de découvrir cette partie, entre guillemets, ésotérique, parce que je me retrouve dans ce que tu dis complètement. yeah, yeah. Ben, merci C'est beaucoup, c'est Arnaud. chouette qu'en tant que chiropracteur, tu sois là parmi les étudiants. Ben, je crois que c'est l'histoire de jusqu'à son dernier souffle d'être étudiant. Yeah. Teddy est aussi chiropracteur, il est là. Je ne sais pas s'il y a d'autres chiropracteurs, mais Et à moi aussi. il y a c'est fantastique. Bon, en tout cas, merci Arnaud. Moi, j'aimerais clôturer cette conférence. C'est important d'être on time. Je pense que MLS, c'est la meilleure. On commence à l'heure, on finit à l'heure. Pour nous, c'est pareil. Et du coup, ce n'est pas moi qui t'ai invité, mais c'est tout Sigma Dynamics. Et voilà. Voilà, j'aimerais te remercier. Et pour la suite, pour continuer ce cycle de philosophie, on a le grand Gilles Dutheil la semaine prochaine. Donc, ce sera en présentiel cette fois. Donc, c'est pareil, c'est interdit de le louper parce qu'il est magnifique, Gilles. Il a une philosophie, un amour, mais vous le connaissez tous. Voilà, moi, je vous remercie à tous et à toutes. C'est super d'avoir vos caméras. J'adore vous voir. Et on se voit bientôt. And Leo, send me the link or post it on YouTube. Yes, we're going to Okay. post it on YouTube. Merci Arnaud. Merci Arnaud, bonne soirée. Yeah. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci Arnaud. Ciao, Merci. ciao. Merci Merci beaucoup. Merci. Bonne journée, bonne soirée. Salut. Merci beaucoup. Super. Thank you. The innate in me blesses the innate in you. Peace.